l'espérance, un autre temps viendra. Ta souffrance demain finira. Garde l'espérance, ne crains jamais le sort. C'était il y a 40 ans, la voix de René Lebas, interprétant La Tikva, ouvrait l'antenne de Radio J. Et nous fêtons tout au long de la journée cet anniversaire avec des témoignages de journalistes, d'intellectuels, des présidents d'institutions juives, des artistes, entre autres, qui nous disent tous l'importance de Radio J dans leur vie. Un peu d'histoire. 1981 marque la libéralisation des ondes françaises et dans l'effervescence, près de 2000 radios sont recensées en à peine un an après la loi. La plupart d'entre elles ont disparu quelques années plus tard, mais pas Radio J. Désormais, la communauté juive s'exprimera sur les ondes. Radio J a donné la parole aux institutions juives de France. Radio J devient très vite un média politique et culturel. Et enfin, Radio J a constitué un média pour la mémoire juive en France. Et bien, ce matin, je vous propose de revenir sur l'histoire des 40 ans de la radio à travers les yeux d'un homme. Il y est journaliste depuis 35 ans, chef du service politique de l'antenne depuis 2001. Il y a fait ses armes et a créé une émission devenue mythique, le Forum de Radio J, qui a donné ses lettres de noblesse à l'antenne et qui a largement participé à la notoriété de Radio J. On se souvient notamment des nombreux extraits et les images de Radio J dans le 20h de Claire Chazal. Et puis aujourd'hui encore, sur Canal+, CNews, BFM, nous voyons notre radio grâce au Forum de Radio J. Bonjour Frédéric Aziza. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Alors, une fois n'est pas coutume, Frédéric, vous serez sur le grill. Voilà, cette fois, c'est vous qui allez passer ce moment interviewé, mais c'est pour la bonne cause. Hein. Voilà. La bonne cause, vous allez nous faire revivre les grands moments de la radio, les succès. Vous allez nous parler des éclats de rire, mais également des éclats de rage, de tristesse, pourquoi pas, tout ce qui fait une vie en somme. 40 ans. 40 ans quand même. Hein. Et puis 40 ans, c'est l'âge de raison. À 40 ans, on s'est affirmé. À 40 ans, on a dit qui on était. Et aussi, à 40 ans, on peut regarder vers l'avenir. On a encore pas mal de choses à voir. Radio J, la fidélité. Et la fidélité, vous en avez eu pour cette radio pendant plus de 35 ans, n'est-ce pas ? 39 ans. 39 ans. Alors, on va raconter l'histoire. Allez, racontez-moi cette 40 ans, histoire. ça nous fait replonger donc, dans les débuts de Radio J. Ouais. C'est en juin 1981. Les plus jeunes d'entre nous, d'ailleurs, ont du mal à imaginer ce qu'était le PAF, le paysage audiovisuel de l'époque. Ouais. Il était extrêmement resserré, il était extrêmement contraint. La télévision ne propose alors que 3 chaînes publiques. Hein. Quant à la radio, elle ne compte hors service public que les stations périphériques, on les appelait périphériques à l'époque, Oui. RTL, Europe 1 et RMC, et ainsi que les radios en ondes courtes où l'on peut écouter, on pouvait recevoir des programmes de l'étranger. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque, à partir de quoi j'avais 12-13 ans, j'écoutais Call Israël en français pour avoir des nouvelles d'Israël. Oui, c'est vrai. À l'époque, on n'avait pas C'est vrai. Radio J. Tiens, vous me Call Israël vous en me français. faites, Et puis donc, replonger dans des souvenirs. voilà, Ouais. et puis donc arrive 1981, la victoire de François Mitterrand du 10 mai et la légalisation des radios locales privées. Serge Hajdenberg, son frère Henri, qui est alors président du Renouveau Juif, qui avait, il faut le rappeler peut-être, hein, il avait mené campagne contre Valéry Giscard d'Estaing à la présidentielle de 81. Donc Serge, Henri son frère, Francis Lanchner aussi, et puis quelques autres décident dès juin 81 de créer la première radio juive de France, mais aussi d'Europe. Et je ne sais même pas si à l'époque, il y avait déjà des radios juives aux États-Unis. Ah, je crois pas, hein. Voilà. Parce que même aujourd'hui encore, je ne suis pas sûre qu'il y ait une radio juive Voilà. aux États-Unis. Et donc 40 ans après, Radio J est toujours là. Oui. Une radio qui a su s'installer dans le paysage audiovisuel, qui a trouvé sa place, son originalité Ouais. et sa singularité. Et comment vous avez connu Radio J ? Quelles ont été pour les premières expériences avec la radio qui était déjà créée quand vous êtes arrivé ? Voilà, alors, à l'époque, il n'y avait ni Internet, ni les réseaux sociaux, ni le téléphone portable. Donc l'annonce de la création de Radio J arrive comme ça dans les familles, par le bouche à oreille. C'est comme ça que ça arrive. Et oui, c'était un autre monde. Et Radio J, c'est une véritable révolution au sein de la communauté juive de France. Un complément essentiel par rapport à ce qui existe déjà au niveau média en 1980, c'est-à-dire qu'est-ce qui existait à l'époque. À la télévision, c'était La Source de Vie, cette merveilleuse émission du dimanche matin sur France 2 de Josie Eisenberg. Josie Eisenberg, il faut le rappeler, c'est le père de Marc
Heisenberg, qui dirige aujourd'hui Radio J, avec Dominique Romano, une émission de son père Josy qui a duré plus de 50 ans, 55 ans. 55 ans. Le dimanche matin. Et c'est dire, 55 ans, et les gens attendaient le dimanche matin pour regarder, pour écouter Josy Heisenberg. C'était combien 30 minutes Une trentaine de minutes, une heure, je ne sais plus précisément. Ouais. Mais en tout cas, on attendait cette émission. C'est vrai. Josy Heisenberg, qui était un merveilleux conteur, et ses invités. Et puis, Radio J est aussi, à ce moment-là, 80, à partir de 80, un complément par rapport à la presse écrite. C'est la presse écrite qui était... qui a été créée en premier. Qui existait au sein de la communauté juive. Donc il y avait essentiellement 2 journaux, Tribune juive l'hebdomadaire et l'Arche, le mensuel. Donc, à partir de la création de Radio J, ça complète un petit peu le paysage médiatique juif avec les ondes sonores. Est-ce que vous vous souvenez, vous, Frédéric Aziza, de votre première fois, la première expérience, le premier mot, premier invité sur Radio J? Alors, oui, je me souviens, comme si c'était hier, pourtant c'était il y a 39 ans. Ouais. Donc, quelques mois passent après la création de Radio J, en juin 81. En juin 80, et je me décide d'appeler la radio. Donc on est au début de l'été de 82. C'est Serge Heisenberg qui décroche. Et je lui explique que j'aimerais rejoindre l'équipe de la radio. Vous êtes tout bébé là, hein? Vous avez quel âge? J'avais une vingtaine d'années. J'étais étudiant. Et donc il me donne rendez-vous quelques jours plus tard dans les studios de la radio. C'est rue du Borrego, c'est dans les hauteurs du 19e arrondissement de Paris. Avec un studio avec plein de cartons. Enfin bon, c'est pas le studio qu'on a aujourd'hui. Hein. Et donc, je suis alors étudiant. Je suis élève dans une école d'ingénieur en informatique, mais je suis déjà passionné de journalisme, d'actualité et aussi de politique. Alors, premier rendez-vous à Radio J, première découverte des studios de Radio J, c'est le 8 juillet 82. Et je m'en souviens précisément. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je découvre donc ces studios, mais je suis dans les studios de Radio J le 8 juillet 82. Et c'est quoi cette date ? C'est la date du match France-Allemagne à la Coupe du Monde de Séville. D'accord. Et donc, on est dans le studio. Et il faut commenter. Non, il ne faut pas commenter. On entend, puisque c'est un immeuble, et on entend les appartements autour, par les fenêtres. Il faisait très chaud, donc on entend les commentaires, et on entend les commentaires, les cris de joie, ou pas de joie d'ailleurs, de tristesse par rapport à ce match. Et c'est pour ça que je me souviens de la date, c'est le 8 juillet 82. Donc, 2 ou 3 mois passent. Donc mes débuts d'ailleurs à Radio J, c'est pas en tant que journaliste, en tant que technicien. Et donc quelques mois passent et je propose à Serge de réaliser des interviews politiques et de faire des reportages. Il faut préciser qu'à l'époque, toute l'équipe était une équipe de bénévoles. Bénévoles. C'était des militants. On parlait à la radio pour transmettre un message, la voix de la communauté juive, peut-être. Voilà, c'est ça. Et donc Serge accepte. C'est ainsi que je débute quelque part, entre guillemets, ma carrière de journaliste. Donc j'étais étudiant et c'est vrai que je passais plus de temps à faire des reportages ou assister à des conférences de presse qu'à suivre mes cours. Mais l'honneur est sauf, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en informatique. Bravo. Alors, et donc après, je lance une première émission. C'est en 83, son nom Info Plus. Donc il s'agit à l'époque de revenir à travers des réactions de personnalités, donc des intellectuels, des artistes, des écrivains, des politiques, sur les 3 ou 4 sujets qui ont fait l'actualité de la semaine. Et donc une émission qui a duré jusqu'en 88 et à la création du forum Radio J. Le forum de Radio J. Donc ça veut dire qu'au tout départ, Radio J s'affirme comme une radio politique, n'est-ce pas Frédéric ? C'est-à-dire on est plus axé sur la politique et sur l'actualité plutôt que sur la culture ou la mémoire. Je crois pas. Non, c'était ensemble, c'était vraiment... Ça tout allait ensemble. Et puis à l'époque aussi, je parlais de l'accueil de Radio J dans la communauté. Ça a aussi été important pour nos anciens. Il y avait une émission qui existe toujours, une émission yiddish, donc qui était importante. On entendait cet accent yiddish. Et l'émission Judéo-Arabe. Moi, j'ai une grand-mère qui était d'origine polonaise, elle écoutait l'émission yiddish. Et une grand-mère d'origine algérienne qui écoutait il y a aussi la musique, la musique israélienne, la musique Judéo-Arabe, ainsi de suite. Et la musique yiddish. Et alors, il faut préciser, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'époque, toute l'équipe était bénévole, était une équipe de bénévoles. Tous, à l'époque, s'impliquent au sein de Radio J parallèlement à leurs occupations professionnelles. Et on parlait de Francis Lancher, il est l'un d'entre nous. Et on va peut-être écouter Francis. Alors, absolument, Frédéric. On va écouter le témoignage de Francis Lanchner qui nous dit comment, finalement, il a eu cette idée à plusieurs de créer cette radio et puis sa première rencontre étonnante. Écoute, quand je pense à Radio J, d'abord il y a des souvenirs qui me viennent. Il y a 3 souvenirs en particulier.
Il y a le premier souvenir qui a été la décision de créer Radio J dans la cuisine de Serge et Suzy Aschenberg. C'était un moment un peu imaginaire, on n'y croyait pas beaucoup, mais on s'est dit on va tenter le coup. Mitterrand vient d'être élu, ça va être le début des radios libres. Et donc on a pris cette décision. On était donc dans la cuisine, dans l'arrière-cuisine de Serge et Suzy Aschenberg. Le deuxième souvenir qui me vient et qui est un souvenir assez émouvant, c'est la décision de prendre comme générique d'antenne la chanson Garde l'espérance de ma tante, que ma tante Renée Lebas chantait, et qui est une émanation de la Tikva, avant que ça devienne l'hymne de l'État d'Israël. Et puis, un souvenir un peu personnel, c'est une interview que j'avais réalisée de Serge Gainsbourg. Je l'avais invité à venir s'exprimer dans notre petit studio de la rue du Borrego. Et Serge Gainsbourg était déjà un peu bourré, on peut le dire. Et il avait une petite bouteille dans laquelle était mélangé du rhum et du whisky. Et il la têtait allègrement en attendant que le moment de passer à l'antenne arrive. Et à ce moment-là, l'émetteur a explosé, mais ça n'a pas du tout perturbé Serge Gainsbourg, qui a continué à boire tout à fait tranquillement et à finir sa bouteille de whisky et de rhum. Et on a réussi à faire une interview un peu compliquée avec lui, parce qu'il avait des idées politiques qui n'étaient pas exactement celles que nous partagions sur Israël. Mais enfin, donc on a terminé l'interview quand même ensemble. Oui, je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël. Oui, Serge Gainsbourg, c'est quand même une sacrée rencontre. Alors et je me souviens de cette interview, parce qu'il faisait des superbes émissions, Francis Lanchner. Il était en duo avec une femme qui avait aussi beaucoup de talent, qui a disparu depuis. Vraiment une belle émission. Et je me souviens de Gainsbourg. Gainsbourg avait parlé de... Je crois que c'était peut-être la première fois qu'il parlait de ses rapports au judaïsme, de la guerre, de ses parents. Et puis après, je sais qu'une fois, Francis m'avait proposé d'aller réaliser une interview de Gainsbourg. J'y suis pas allé. C'était quelques mois avant sa mort et j'ai jamais vu Gainsbourg de ma vie. Aïe, et parfois, oui, là c'est vraiment un regret. Vraiment une grande tristesse. C'est une tristesse. Alors vous, est-ce qu'il y a parmi tous les invités que vous avez eus, des invités qui vous ont marqué? On va parler tout à l'heure des grands invités, les présidents que vous avez eu tous les présidents à votre micro, mais est-ce qu'il y a des personnalités qui vous ont marqué, ému, peut-être comme un Serge Gainsbourg qui j'imagine a beaucoup ému Francis Lanchner? Chaque émission, chaque interview, quelque part, a un moment d'émotion. Ouais. Donc les émissions avec les interviews, les émissions avec les présidents, ça marque. Mais plus émouvant encore, il y a ces interviews d'Yitzhak Rabin, 91, ou cette interview d'Yitzhak Rabin en 91. Il me reçoit à Tel Aviv dans son bureau. Il est alors chef de l'opposition. Il me parle d'Israël, de la paix, de la France, des rapports entre la France et Israël. Et 91 quand même, 4 ans avant son assassinat, il n'est pas encore Premier ministre. Et je n'imagine pas alors, comme personne ne l'imagine d'ailleurs, que 4 ans plus tard, il sera assassiné par un extrémiste juif. J'ai aussi, on parle d'invités israéliens, mais c'est des gens qui ont marqué. Ariel Sharon. Ariel Sharon qui était de passage à Paris avant qu'il soit Premier ministre. Et puis j'ai aussi eu l'honneur d'interviewer à plusieurs reprises Shimon Peres. Il faut souligner que Shimon Peres était un visionnaire. Peres, donc j'ai eu peut-être un premier contact avec lui en 88-89. Il me dit alors, il faut arriver à une union entre Israël et ses voisins sur le modèle de ce qui a été fait en Europe, l'union des pays du Moyen-Orient. Peres qui considère dès 1989 que c'est à ce prix que l'on arrivera à la paix et via le développement économique de la région. Et nous sommes alors à 2 ans de la conférence de Madrid qui débouche en 93 sur les accords d'Oslo. Et donc il y a aussi ces souvenirs relatifs à la couverture justement du processus de paix de la conférence de Madrid jusqu'aux accords d'Oslo. J'étais à la Maison Blanche, donc j'ai suivi ça, j'ai fait des directs sur Radio J depuis la Maison Blanche, en passant par le round des négociations de Moscou. Et puis il y a aussi des souvenirs, des souvenirs à la fois forts et émouvants. Le premier, c'est en octobre 96 à Damas. J'accompagne Jacques Chirac,
qui effectue une tournée au Proche-Orient, en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Israël et dans les territoires palestiniens en Égypte. Et là, on est à Damas. Et puis, je me rends dans le quartier juif. J'avais milité dans ma jeunesse pour la liberté des Juifs de Syrie. On savait que les Juifs étaient emprisonnés, ils ne pouvaient pas sortir de Syrie. Il restait quelques dizaines, à l'époque quand j'étais jeune, lycéen ou étudiant, c'était quelques centaines. Quand je suis en 96 à Damas avec Chirac, il en reste peut-être quelques dizaines. Nous sommes un vendredi, j'arrive devant la synagogue du ghetto de Damas. Ouais. À l'intérieur, 2 ou 3 personnes, c'était un vendredi, qui me proposent de venir avec eux. Et c'est très émouvant de me rappeler de ça, très émouvant. Mais je vous sens ému, Frédéric. Il me propose de suivre l'office de Shabbat dans la synagogue. Ouais. Et à l'extérieur, je vois en face des membres de la sécurité syrienne. Et c'est un moment inoubliable. J'ai beaucoup d'émotions. Oui, je le sens. Ça, ouais. Vous voyez que quand on est journaliste sur une radio juive, alors là, sur Radio J, c'est pas la même chose que sur un autre média. Non, et alors, justement, ce juif de Damas m'invite chez lui. Il veut me présenter sa famille, sa femme et ses enfants. Oui. Je crois qu'il avait 2 ou 3 enfants. Et donc, il reste à l'époque quelques dizaines de juifs à Damas qui n'ont pas le droit de quitter la Syrie. Et puis, vous savez ce qu'il me demande ? Il me demande si j'ai des livres de prière et une kippa. Et donc, je n'avais pas de livre de prière. Et je lui donne ma kippa. On est 25 ans après. Et je me demande depuis ce qu'en sont devenus ces juifs syriens. Ouais. Voilà. Ça veut dire qu'ils étaient totalement démunis. On leur avait enlevé tous leurs juifs, quoi, finalement. Enfin, ils vous en voulaient plus. Enfin, ils avaient des juifs de la diaspora amenés les voir. Mais ils étaient avides de culture juive. De spiritualité, de lien avec le monde juif de l'extérieur. Et puis, j'ai un autre souvenir. Je suis désolé d'être long. Non, mais c'est très intéressant. Très personnel. François Hollande m'invite à l'accompagner en décembre 2012, donc à l'accompagner en Algérie, car il sait que je suis né en Algérie. Et je fais partie de la délégation officielle. Et comme il doit se rendre à Tlemcen, qui est le berceau de ma famille, je lui demande de m'organiser une visite. Donc je demande à Hollande de m'organiser une visite à Marnia, le village où je suis né. Donc le 20 décembre 2012, l'avion présidentiel se pose à Tlemcen. Je suis dans l'avion. Et quand je descends de l'avion, une voiture est mise à ma disposition par les autorités algériennes, avec une escorte policière. Et 40 minutes après, nous arrivons à Marnia, le village où je suis né. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Oui. Des militaires qui sont postés à l'entrée du village de Marnia se mettent au garde à vous devant moi. C'est des moments inoubliables. Oui, absolument. Et donc, Pardon. Oui, non, je voulais savoir sur Radio J, vous avez transmis tous ces moments. Et justement, et donc j'avais été en contact avec un habitant de Marnia, Oussine Zeraï, qui m'avait vu à la télévision, qui avait vu mon nom, qui m'avait envoyé un mail et qui me dit, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais dans mon village, il y a un facteur qui s'appelle Aziza. Je ne pense pas que ce soit de votre famille, mais il y a un facteur qui s'appelait... C'était mon grand-père. Et donc, quand il a su ça, il m'a dit, quand vous viendrez en Algérie, je vous accueillerai chez moi. Et quand j'ai su que j'allais en Algérie, je l'ai appelé. Je lui ai dit, je viens. Il m'a attendu à l'entrée du village. Il m'a amené devant la maison où je suis né. Il m'a amené à l'école où mon père et ma mère ont été instituteurs. Et j'ai fait un direct depuis l'école de mon père. Ouais, quelle émotion. Voilà, depuis la classe de mon père. Donc là, je vais vous coincer, Frédéric Aziza, parce que vous m'avez répondu hors antenne que quand on interviewe la même personnalité pour une radio juive ou pour une radio ou un média généraliste, c'est la même chose. Vous faites votre métier de journaliste. Là, vous venez de me démontrer, avec de nombreux exemples, que ça n'est pas la même chose. Soyez honnête. Ah non, mais là, ce sont des reportages, c'est pas pareil. Il y a l'interview, c'est une chose. On interviewe à Radio J de la même manière les personnalités politiques dans le cadre du Forum Ailleurs que sur une autre radio, dans un autre média. Il y a quand même des thèmes que vous abordez, l'antisémitisme, l'extrême droite, voyez, Israël. Oui, mais en tout cas, la manière d'interviewer, c'est la même, aucune différence. Le Forum existe depuis 88, c'est la 33e saison. Donc, d'ailleurs, il a fallu ramer au départ pour avoir des invités. Aujourd'hui, ils viennent. C'est devenu un rendez-vous incontournable du paysage politique, au même titre que du paysage audiovisuel, au même titre que les autres émissions des radios généralistes ou des chaînes d'infos. Mais c'est vrai qu'en fonction de l'actualité, il y a des fois des questions
qu'on pose ici et qu'on ne pose pas ailleurs. Oui, vous vous sentez peut-être plus libre ici et c'est peut-être Non, la pas raison. plus libre, mais il faut aussi Aborder des thèmes. aborder des thèmes. Oui, mais cela dit, on va prendre des extraits du forum de Radio J et on va le passer dans le 20h de Claire Chazal et on va le passer dans d'autres chaînes Oui, mais c'est généralistes. justement pourquoi ? Parce que c'est le même type d'interview qui est faite ailleurs. Mais les gens viennent à Radio J, et donc c'est important pour Radio J. Ça a été important, je crois, pour la notoriété de la radio. Alors sur la radio, sur Radio J, il y a eu tous les présidents qui ont parlé grâce à votre émission. Est-ce qu'il y a un président qui vous a semblé, alors bon, sans faire de trop d'impair, mais est-ce qu'il y en a qui a été plus concerné par la communauté juive, que vous avez senti plus concerné? Je crois qu'ils ont tous été... Ouais. Ils se sont tous sentis concernés par la communauté juive. Et d'ailleurs, c'est sans doute François Mitterrand qui a ouvert une nouvelle ère entre le pouvoir, comme vous dites, et les problématiques de la communauté juive. Parce que ceux qui nous écoutent ne s'en souviennent peut-être pas. En 1980, quand Mitterrand arrive au pouvoir, aucun président n'avait souhaité se rendre en Israël. Oui, oui. Et donc Mitterrand a rompu avec cette tradition de la politique arabe de la France en effectuant sa première visite en Israël en 82. Avant 81, on se souvient de cette image qui reste dans les esprits, c'était l'affiche du Renouveau Juif. Valéry Giscard d'Estaing regardant Israël depuis la Jordanie, il me semble, avec des jumelles. Et donc même si l'affaire Bousquet a entaché l'image que l'on n'a pu avoir de lui, Mitterrand a quand même fait durablement évoluer les choses. Et Frédéric. Et tous ses successeurs sont allés en Israël depuis. Et puis il y a eu un moment de tension, c'est la fameuse affaire Marine Le Pen. Vous aviez émis le souhait d'interviewer Marine Le Pen. Ouais. Et Attendez, puis... je voudrais reparler de Mitterrand. Mitterrand, parce qu'il nous reste très peu de temps. Mitterrand, parce que 13 novembre 92, donc il m'accorde une interview. Au départ, elle était prévue pour durer 15 minutes, ça a duré 3/4 d'heure. Et donc une interview où il était question d'évoquer Pétain. On était en pleine polémique sur l'affaire Bousquet. Oui. Et donc, il annonce que il va mettre fin au dépôt de la gerbe sur la tombe de Pétain, donc à l'Île-Dieu en Vendée, une tradition qui remontait au septennat précédent. Et c'est une déclaration donc, qui a été suivie des faits, qui a fait la une le lendemain du Monde. Déclaration sur Radio J. Sur Radio J. Voilà. Je reviens alors donc à l'affaire Marine Le Pen. Vous aviez émis le souhait d'interviewer Marine Le Pen et puis ça avait soulevé un tollé. Aujourd'hui, est-ce que vous en gardez un regret de ne pas avoir pu lui poser des questions d'un journaliste, bien sûr. Elle représente quand même une certaine part des électeurs. Et est-ce que vous comprenez aussi celles et ceux qui se sont soulevés parce que c'est difficile d'entendre la voix de Marine Le Pen sur une radio juive? Oui, à la fois je comprends et à la fois je regrette de ne pas avoir pu l'interviewer. Marine Le Pen, elle représente 30%, 35% des électeurs. Donc, inviter quelqu'un, interviewer quelqu'un sur Radio J, ça ne veut pas dire qu'on est son copain. On l'interviewe parce que c'est une personnalité qui joue un rôle et on ne pose pas forcément les mêmes questions à Marine Le Pen sur Radio J qu'ailleurs. Elle a été interviewée sur I24 News. Elle a été interviewée dans la presse israélienne. Donc, je considère toujours qu'il n'y a pas forcément d'interdit à l'interviewer, comme il n'y a pas forcément d'interdit à interviewer les personnalités, les dirigeants de la France insoumise. Alors, je voudrais rappeler aussi une chose. Par rapport à... On parlait des présidents. Jacques Chirac, il y a son discours du Veldiv qui marquera et l'histoire de la communauté juive et l'histoire tout court. Mais j'ai une anecdote, un souvenir à propos de Jacques Chirac. On est en 1995, il effectue sa première tournée au Proche-Orient, donc c'est la tournée habituelle, périple habituelle, Syrie, Liban, Jordanie, Israël, territoire palestinien, Égypte. Et je demande à me faire accréditer au nom de Radio J. Donc j'arrive au service de presse de l'Élysée, je montre mon passeport, on me dit impossible, il faut changer de passeport, vous avez un visa israélien, un tampon israélien sur le passeport. Donc moi je refuse, je dis non. Je suis allé, ça remontait à 2-3 ans, je ne me souviens plus combien de temps, avec François Mitterrand dans le cadre d'une même tournée. J'avais le même passeport, donc je ne veux pas changer de passeport. Je viendrai avec mon passeport, avec ce tampon israélien, ou je ne viendrai pas. On m'a exclu du voyage. Ça a provoqué une polémique, un véritable scandale. À l'époque, Claude Barthelone a posé une question à l'Assemblée nationale à Hervé de Charette, qui était ministre des Affaires étrangères. Il y a eu des papiers dans la presse. Une année passe. Jacques Chirac effectue son deuxième voyage en Israël et au Proche-Orient en 1996. Je demande une accréditation. À l'époque, Catherine Colonna, qui est sa porte-parole, m'appelle. Elle me dit, tu pourras venir sans changer de passeport, mais surtout, il ne faut pas le dire. J'ai effectué le voyage. Jacques Chirac m'a même accordé une interview dont on a parlé. Oui. Conclusion, il ne faut jamais rien céder.
le rapport de force finit toujours par payer. Ouais. Et ça, c'est l'image que vous avez donnée au Forum de Radio J et aux enfants de la République. C'est dans ces deux émissions, vous menez jusqu'au bout votre interview, comme vous l'avez. J'essaye. Ouais. En tout cas, c'est ce que vous vouliez dire pour Marine Le Pen, c'est qu'une interview, ce n'est pas une tribune donnée à une personnalité. C'est poser des questions. Et le plus souvent gênante. Et par rapport, on entendait René Lebas tout à l'heure, donc dont la chanson qui a été une chanson des années 30 a été le générique de Radio J, donc une chanson de résistance. Et par rapport à elle, je citerai cette phrase de la grande résistante Lucie Aubrac. Le mot résister doit toujours se conjuguer au présent. Résister et sois fort. Est-ce que c'est un peu aussi le projet de Radio J pour vous, l'avenir de Radio J? Je pense, mais justement, c'est cette phrase de Lucie Aubrac, le mot résister doit toujours se conjuguer au présent. Ben, ce sera la phrase de fin. Merci beaucoup, Merci Frédéric, d'avoir été avec nous et de nous avoir fait vivre ces 40 ans de Radio J. À très bientôt. On se retrouve à l'antenne dimanche, voilà. Le forum de Radio J, les enfants de la République. Non, pas le forum de Radio J, puisque c'est les élections, donc il y aura 2 enfants de la République. Bon, très bien. Notamment avec Aldo Naori. Ben, on aime les enfants ici.